Bon, disons les choses directement, les séries du MCU, c'est compliqué. Pour un Loki qui n'est pas non plus parfait, on a un Secret Invasion et un She-Hulk qui posent de nombreux problèmes à la plupart des spectateurs. Mais pourquoi, justement? Il y a pas mal de raisons. Et ça va être un petit peu velu, donc je vous propose qu'on en parle aujourd'hui. Bon déjà, il faudrait faire un petit historique. Pas de tout Marvel, hein, mais du Marvel Cinematic Universe au format série. En gros, il n'y avait rien. Puis apparut Avengers. Le film choral de Joss Whedon a complètement rabattu les cartes côté Marvel Studios, qui décida d'ouvrir Marvel Television pour étendre son nouvel empire du cinéma au petit écran. A noter que Kevin Feige, la tête pensante du MCU, était radicalement opposé à cela à l'époque. Principalement parce que pour lui, cela risquerait de diluer la marque. On se note ça dans un petit coin de la tête. Niveau production de Marvel Television, on peut retrouver du Agents of S.H.I.E.L.D., dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, ou encore du Inhumans, qui fait partie des pires productions super-héroïques jamais produites. Ça, c'est du côté des coproductions avec AMC. Mais il y a aussi des coproductions bien plus connues avec Netflix, comme Daredevil ou l'innommable Iron Fist. Dans ces deux axes, on a des séries qui ont pour objectif de raconter les histoires de leurs personnages sur plusieurs saisons, avec des liens plus ou moins ténus avec le MCU, mais seulement dans un sens. Les films peuvent influer à différents degrés sur les séries, comme avec par exemple les événements de Captain America The Winter Soldier dans Agents of S.H.I.E.L.D. ou des petites références aux Avengers dans Daredevil. Mais celles-ci n'auront aucune incidence sur les films qui sont l'axe principal. Que retient-on des séries de cette époque? Qu'il y a eu des énormes échecs retentissants, mais qu'on peut faire des très bonnes séries dans un univers partagé cinématographique, comme l'auront prouvé à leurs échelles Agents of S.H.I.E.L.D. et surtout Daredevil, qui a vraiment marqué ses spectateurs avec sa tonalité très sombre, qui fait véritablement un pas de côté par rapport au MCU que l'on connaissait. Bon, par contre, comme je vous l'ai dit, Kevin Feige était pas trop chaud pour tout ça. Et comme il était en god mode avec le succès croissant de la saga et l'immense consécration d'Endgame, il a jarté Marvel Television et a pris les séries sous sa coupe pour finir le catalogue de Disney+. Et là, on arrive au cœur du sujet du jour. Les productions séries de Marvel Studios pour la plateforme de VOD de Bob Iger. Et parlons-en de ces séries. Elles valent quoi? Bon, ça va de plutôt haut à très bas quand même. Mais majoritairement, c'est quand même pas la dinguerie. Mais il y a des raisons à ça. Faisons des observations. Premièrement, il y a une majorité de séries limitées. Au cas où, une série limitée, c'est une production sérielle qui n'a pas pour but de faire plusieurs saisons, qui se limite donc à une seule saison. Cela peut sembler louable, on a tous connu ces séries à rallonge qui ont duré beaucoup trop longtemps pour leur propre bien, mais on y reviendra plus tard. Deuxième observation, la plupart sont quand même assez courtes, tournant autour de 6 épisodes. On sort donc des canons des productions télévisées hollywoodiennes, qui avaient tendance à aller vers les 24 épisodes fut un temps, mais plus dans la dizaine de nos jours, et proposant une diffusion sur plusieurs saisons. Et quand on creuse sur le process de production de ces séries, l'on peut voir aussi des différences fondamentales avec les séries habituelles. Principalement, les absences de showrunners et de production de pilotes. Bon, définissons les termes pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Un showrunner, c'est le big boss de l'équipe des scénaristes. C'est lui qui est garant de la cohérence de la série
et qui s'assure que tout ce que l'on veut raconter le soit et surtout le soit bien. Il participe au script écrit par lui-même ou d'autres scénaristes ainsi qu'aux corrections. Quant au pilote, c'est un épisode test qui est tourné et monté, censé représenter le show avant la validation d'une production complète d'une saison par les exécutifs. Cela a pour but de donner la voix à la suite pour que tout le monde soit d'accord sur la qualité et la direction de la série, pour ensuite soit valider, soit procéder à des ajustements, soit complètement annuler le projet. C'est assez commun d'avoir une série qui passe par la case pilote, fait des corrections, revient avec un nouveau pilote et ensuite on a une série. C'est par exemple arrivé avec Game of Thrones. Dans les faits, les deux principaux garde-fous des projets de séries TV ont donc été complètement dégagés du processus de production de ces séries. Donc personne pour s'assurer que ces histoires étaient bien racontées ou si elles devaient même être racontées. Est-ce la raison pour laquelle la plupart des séries du MCU sur Disney+ ont eu un accueil plus que timide ? Peut-être, on ne peut pas savoir. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que la firme de Mickey Mouse a l'air de rétro-pédaler et de repartir sur des processus plus classiques. Surtout la débâcle pré-diffusion de Daredevil Born Again ayant fait table rase de la moitié de la série déjà tournée pour repartir de zéro. En tout cas, on peut se dire que certains problèmes viennent très certainement de ces décisions de production. Mais quels sont réellement ces problèmes justement ? Plusieurs reproches ressortent. Déjà la qualité visuelle des séries. Bon, ça s'étend aussi aux films Marvel de cette époque, à quelques exceptions près, ajoutant au mécontentement global vis-à-vis de la franchise. Mais ça, mis à part les délais intenables pour des équipes de VFX maltraitées et en sous-effectif, ça reste de la production, pas réellement des reproches de fond sur l'écriture. Et c'est surtout là que le bas blesse. C'est qu'au global, les gens ne sont pas convaincus par ce que ça raconte. Beaucoup considèrent ces séries comme des fillers qui ne servent qu'à introduire des nouveaux personnages et placer les anciens dans une certaine situation pour la suite des films. Placer Wanda en antagoniste pour le prochain Doctor Strange et à introduire Monica Rambeau. À introduire Kang en nouveau Thanos. Instaurer Sam Wilson en Captain America et introduire le mauvais Captain America. Passer le flambeau d'Hawkeye à Kate Bishop. Introduire Miss Marvel pour The Marvels, etc., etc. Et dans un sens, c'est dur de reprocher ça à Marvel, car c'est finalement ce qu'ils ont toujours fait, d'introduire régulièrement des personnages pour penser à la suite de la franchise. Mais lions ça à d'autres éléments. Rappelons-nous de la durée des shows, en grande majorité autour de 6 épisodes. Et c'est un format un peu bâtard pour ce genre de production. Alors attention, le 6 épisodes ça peut fonctionner, mais pas dans le cas ici présent. En fait, là où c'est paradoxal, c'est que pour ce que veut en faire Marvel, c'est à la fois trop peu et trop long. Ah attendez, je vous explique. C'est trop long pour juste faire de l'introduction et du setup de personnages avec de faibles antagonistes aux faibles motivations. Alors oui, on n'a pas adressé ça, mais c'est pas propre aux séries Marvel, les faibles antagonistes aux faibles motivations. C'est le cas de la plupart des productions de la franchise quand on est honnête, donc j'ai préféré ne pas trop passer dessus. Et on se dit que ça aurait peut-être mieux valu d'en faire des films, parce que ça rejoint un peu les productions déjà présentes du côté cinéma de Marvel, mais c'est trop peu pour nous présenter une galerie de personnages propres à cet univers auquel s'attacher, pour lesquels s'impliquer. Trop peu pour que ces productions créent leur propre consistance et développent de manière appropriée plusieurs personnages. Et l'on se dit que des séries avec plus d'épisodes pourraient possiblement aider à cela. De la même manière, la plupart ont du mal à aller à fond dans leur concept. Secret Invasion, dont la pression des Skrulls s'effondre bien vite, vu à quel point leur aspect métamorphe ne résulte dans aucune pression, vu que leur identité est révélée aussi rapidement que l'apparition du personnage à l'écran. Puis bon, comme il n'y avait pas la thune pour faire revenir tous les Avengers, forcément, pareillement,
ça marche moins bien, parce que c'est eux qu'on aurait voulu voir personnifiés par les Skrulls. She-Hulk, qui ne pose que trop peu son côté série légale de super-héros comiques, en tout cas sur trop peu de moments. Ou Miss Marvel, qui est très intéressante quand elle nous parle d'histoire ou des sujets d'inclusivité, mais qui tombe dans des intrigues fort peu intéressantes en ne poussant pas du tout sur ce que vit son sel. Plus rien d'important ne peut arriver dans ces séries. Rien qui ne puisse bouleverser l'univers Marvel. Vous me direz, et Loki et WandaVision alors? Bah, on n'en a pas eu besoin pour comprendre Ant-Man 3 ou Doctor Strange. Pourtant, c'est ce qui installe les bases pour le multivers et pour Kang. On peut y introduire les personnages qui seront de toute façon réintroduits dans les films, comme avec The Marvels, mais elles sont dans les faits tout à fait skippables. Après, tant mieux pour les films, le syndrome des devoirs à la maison étant totalement à éviter avant d'aller au cinéma. Mais là où ça pose problème, c'est que les intrigues des séries ont tendance à reposer sur ces liens sans jamais pouvoir mettre quelconque pression, comme cela ne doit pas gêner les films. Il y a trop de problèmes avec le format de production et de narration choisi par Disney pour les séries du MCU. Problème que l'on retrouve aussi dans la plupart des séries Star Wars, et c'est pour cela que l'on peut se permettre de pointer du doigt la méthodologie propre à la plateforme, causant tout ce mécontentement. On se retrouve avec des productions bâtardes où tu ne sais pas s'il aurait mieux valu qu'elles soient des films ou des séries plus longues et qui en plus ne sont pas totalement libres de ce qu'elles doivent et veulent raconter, accouchant de produits pour une plateforme qui déçoivent. Bien sûr, tout n'est pas à jeter dans ces séries, j'en apprécie même certaines, mais il faut avouer qu'une partie de la mauvaise réputation de Marvel ces derniers temps vient de celle-ci. Comme je le disais plus tôt, Disney a l'air de remettre en question son modèle. Je ne suis pas sûr que ça aille dans la bonne direction, vu les premiers échos, mais on peut se permettre d'espérer et que peut-être ils arriveront à quelque chose d'excellent. Vu qu'ils nous ont prouvé en être capables quand ils laissent les rênes à des gens compétents, comme on a pu le voir avec Andor côté Star Wars ou encore Loki côté Marvel. En tout cas, c'est tout ce que l'on peut espérer quand on aime cet univers Marvel que l'on a suivi pendant de si longues années. Merci de m'avoir écouté dans cette petite vidéo. Je reviens sur les possibles causes qui font un certain mécontentement vis-à-vis des séries Marvel que j'espère un jour voir revenir au plus haut niveau, si je peux me permettre. Même si j'ai beaucoup apprécié Loki dernièrement et que personnellement j'aime bien Miss Marvel, même si je reconnais complètement ses défauts. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez trop. Je sais pas, peut-être que vous aimez beaucoup plus ces séries. Peut-être que vous détestez ça, peut-être que vous n'avez pas regardé et que vos raisons pour lesquelles vous ne les regardez pas m'intéressent aussi. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours et possiblement vos questions sur le sujet. On se retrouve tout bientôt sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à suivre mes différents réseaux. En tout cas, on se revoit très bientôt. Des bisous. À la prochaine.